c'est 20 heures. On va bientôt commencer la conférence. Je vais vous donner quelques consignes. Donc, vous pouvez garder vos micros fermés. Et puis, si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez les poser dans les chats. Puis, moi, je vais les noter. Et puis, on va prendre un moment à la fin de la conférence de Marina Corsini pour qu'elle puisse répondre à vos questions. Ce soir, on va parler de la peur chez les lapins, comment la minimiser, comment affronter une séance chez les vétérinaires, voilà, dans les meilleures conditions. Il n'y aura pas de diagnostics qui vont être posés. Donc, si vous avez des questions concernant des diagnostics, ce n'est pas le moment de les poser. Mais si vous avez des questions concernant les comportements et tout, vous pouvez toujours les poser dans les chats. On va essayer d'en tenir compte et puis éventuellement de répondre par email ou dans une autre conférence. Voilà. Donc, vous gardez vos micros fermés. Si vous voulez garder votre caméra aussi fermée, vous pouvez le faire. Et puis, je laisse la parole à Marina Corsini, donc vétérinaire, qui va nous présenter sa conférence. Bonsoir à tous. Merci Elena pour cette introduction. Je vais commencer le partage de l'écran. Donc, pour me présenter en 2 mots, j'ai un cabinet vétérinaire à Vienne et puis ça fait 3 ans que je fais du bénévolat pour la colline aux lapins. Et ce soir, je vais vous parler de la peur chez les lapins, que ce soit à la maison ou dans le cadre du cabinet vétérinaire. J'aimerais déjà commencer par vous présenter mes deux loulous. C'est deux lapins qui ont les deux des problèmes en fait chroniques. Une a des problèmes de malocclusion dentaire et l'autre a des problèmes d'incontinence urinaire. Donc les deux ont besoin en fait de soins répétés et c'est pour ça que la peur chez le lapin dans la manipulation, etc. du patient me tient comme ça à cœur et que je voulais vous en parler ce soir. C'est bien mon premier problème technique. Alors, on va déjà commencer par une partie un peu théorique au début. Je vais essayer d'aller assez rapidement à travers cette partie-là pour pouvoir attaquer après avec les vidéos et des exemples concrets. Ensuite, je vais vous parler de la peur précisément chez les lapins. Qu'est-ce qui leur fait peur? Quelles sont les réactions qu'on peut attendre et quels sont les risques aussi possibles? Et puis ensuite, je vais parler brièvement de la transe. Et ensuite, on va faire une petite visite ensemble chez le vétérinaire avec votre lapin. Et puis, on va discuter de comment réduire son stress exactement, étape par étape. Et à la fin, je vais encore finir par les soins à domicile, par exemple couper les griffes, le peser ou administrer un médicament. Comment est-ce qu'on peut faire ça avec le moins de stress possible? Alors, il faut déjà savoir, je suis désolée pour les problèmes techniques, il faut déjà savoir que la peur, en fait, est une réaction parfaitement physiologique. C'est une adaptation vraiment du corps quand il perçoit un danger qui va lui permettre de réagir au danger et de faire en sorte d'augmenter en fait ses chances de survie. Il faut savoir que dans le corps, il y a vraiment une tornade physiologique qui se passe. Il y a de l'adrénaline qui est sécrétée, du cortisol, et tout ça, ça va vraiment mettre tous les organes en émoi. Enfin, ça va vraiment changer tout leur fonctionnement. Et le but, en fait, au final de cette tornade, c'est d'augmenter en fait l'énergie disponible, l'oxygène, par exemple des muscles, etc., pour pouvoir prendre la fuite. Et ça va vraiment mettre tous les sens de l'animal en alerte. Physiologiquement, il va se passer donc, concrètement une dilatation des pupilles pour en guillemets, pouvoir mieux percevoir le monde autour de lui.
mais aussi une augmentation du rythme cardiaque afin d'augmenter l'apport en sang dans tous les organes qui en ont besoin. Augmentation du rythme respiratoire, ça c'est pour augmenter l'apport en oxygène. Et puis une augmentation de la pression sanguine. On sait aussi qu'il y a une perception de la douleur qui est vraiment modifiée. On sait vraiment, juste après un accident, on a nettement moins mal que le lendemain quand on se réveille à l'hôpital avec une jambe cassée. Il y a certains organes, vu que certains vont être favorisés, comme le cœur, les muscles, d'autres vont être en guillemets mis entre parenthèses à ce moment-là, par exemple les reins. Donc on peut imaginer qu'un patient qui a déjà un problème rénal, il va souffrir encore plus du stress à ce moment-là. Enfin, ses reins vont souffrir de l'état de sang qui est un peu amoindri durant la période de stress. On sait aussi que la digestion est réellement mise entre parenthèses. Pour tout ce qui est stress chronique, etc., il peut vraiment y avoir des problèmes de digestion qui s'installent. Et puis, on sait aussi à moyen et long terme qu'il y a des baisses de système immunitaire. C'est-à-dire un animal qui va vivre un stress peut tout d'un coup déclencher une maladie alors qu'il était porteur du virus ou de la bactérie depuis très longtemps, et à ce moment-là, il va déclencher en fait des symptômes. On le sait aussi à cause des élevages intensifs qu'on a fait à des fins de consommer la viande, que quand l'animal est trop stressé, en surpopulation, ils vont aussi avoir une croissance qui est nettement moins rapide. Donc vraiment, tout le corps est vraiment mis complètement en émoi par la situation de stress. Au niveau du comportement, il va y avoir un effet de mémorisation. On connaît ça aussi chez l'être humain, donc que ce soit une émotion positive ou négative, il va vraiment y avoir un effet de mémorisation de l'événement quand il y a une émotion qui est liée avec. Dans les cas de stress chronique, il peut y avoir un état d'hypervigilance de l'animal, donc il va vraiment être tout le temps stressé en attente de quelque chose qui pourrait potentiellement arriver alors qu'il est dans son environnement habituel. Il peut y avoir aussi des comportements d'isolement, par exemple le chat qui va se cacher sous le lit, qui ne veut plus sortir, le lapin qui vient plus en contact avec son propriétaire ou qui interagit plus avec son compagnon. Et puis, il y a des comportements guillemets physiologiques, mais qui sont complètement inadéquats. Ça veut dire le chat qui urine, par exemple, dans sa cage de transport, à chaque fois qu'on l'amène chez le vétérinaire, ou le cochon d'Inde qui nous laisse des petites crottes quand on l'examine, ce n'est pas quelque chose qui va augmenter ses chances de survie à ce moment-là, mais c'est des choses qui arrivent sous l'effet du stress. On le répétera jamais assez, le lapin est un animal de proie. Ça veut dire qu'il a vraiment évolué avec une nature extrêmement craintive. Il est tout le temps sur le qui-vive. Il a l'habitude d'être attaqué au sol ou par les prédateurs qui volent au-dessus de lui. Donc, il a vraiment tout le temps l'instinct d'être sur le qui-vive. Il va utiliser ses 5 sens pour percevoir son environnement, et du coup, le stress peut être perçu par ces 5 sens différents. On a en premier lieu donc la vue, évidemment. S'il voit un prédateur, il faut aussi compter le chat et le chien parmi les prédateurs. Un lapin qui ne connaît pas du tout ces deux animaux, même domestiques, va vraiment avoir extrêmement peur au début. Il peut y avoir des effets d'habituation s'il vit vraiment longtemps avec un chien, mais c'est vrai qu'au début, ils ont tendance à avoir extrêmement peur. Ensuite, il faut penser aux ombres, par exemple, aux reflets ou au mouvement, ne serait-ce que d'un arbre derrière la fenêtre, ou le comportement, par exemple, d'un autre lapin, que ce soit un lapin ami. Si l'autre lapin, par exemple, est craintif, ça va tout de suite inquiéter son compagnon, ou au contraire de la vue d'un autre lapin qu'il ne connaît pas, d'un lapin étranger à travers les barreaux, par exemple, c'est quelque chose qui va aussi l'inquiéter. Ensuite, il va utiliser son ouïe. Alors, il y a toute la panoplie, évidemment, de bruits qui peuvent l'inquiéter, mais il faut penser aussi à la musique. Évidemment, plus elle est forte, plus il y a de risques que ça le fasse de soucis. Et également, les aboiements, par exemple, ou même les miaulements. Moi, j'ai découvert dernièrement que mon lapin avait peur des miaulements de mon chat. Il faut penser à tous ces détails qui peuvent lui faire peur. Ensuite, par l'odorat, le lapin a un odorat extrêmement performant. De nouveau, les odeurs de prédateurs, c'est ce qu'il y a de plus évident, mais il faut penser aussi aux odeurs plus artificielles, comme la fumée, ou par exemple la crème pour les mains, des désinfectants, des parfums, des choses comme ça. Si on va en contact avec son lapin et que on a une odeur sur les mains inhabituelle, ça peut vraiment tout d'un coup l'angoisser. Ensuite, avec le toucher, il va déjà percevoir son environnement, donc les vibrations du sol, ou si le sol, par exemple, est instable ou se déplace, si on parle par exemple d'un trajet en voiture.
on va aussi penser naturellement au contact physique. Le lapin, ce n'est pas forcément l'animal qui préfère le plus le contact physique, et il y a surtout des zones qu'il faut connaître qui sont assez communes à tous les animaux, qui n'apprécient pas du tout qu'on touche. En général, c'est les yeux, les oreilles, la bouche, le ventre, et puis évidemment les parties génitales a fortiori. Au niveau, le dernier des sens, c'est le goût. Après, c'est quelque chose qui est certainement moindre impact sur le stress du lapin, mais on peut penser par exemple qu'un lapin avec un problème de dentaire va avoir le goût du sang dans la bouche, ou même éventuellement une infection dans la bouche, et ça va le stresser de manière chronique, enfin, sur des jours, voire même des semaines. Ou par exemple l'administration d'un médicament, ça peut vraiment, tout d'un coup, si le médicament a mauvais goût, vraiment lui poser des problèmes du stress à moyen terme. Le lapin va montrer ses symptômes beaucoup au niveau du visage. Au début, moi, je trouvais très difficile de lire l'expression faciale des lapins, mais plus on les connaît, et surtout plus on connaît ses propres lapins, plus on arrive vraiment à les lire. Tout le corps du lapin va être mis sous tension, donc que ce soit le dos, les jambes, mais toute l'expression du visage va être comme ça, tirée vers l'arrière. Là, vous voyez par exemple sur ce lapin noir, on voit la ligne blanche autour de l'œil qui est normalement la sclère qu'on ne voit pas. Et c'est vraiment parce que tous ces paupières sont comme ça tirées vers l'arrière, mais aussi parce que les yeux sont légèrement exorbités. C'est dû à deux choses. Déjà la tension même du visage, mais aussi parce que derrière les yeux, il y a un grand apport en sang, et justement par l'augmentation de la pression sanguine, les yeux vont avoir tendance à comme ça un petit peu ressortir du crâne. Et ce qui est le plus facile à lire pour nous en tant qu'humains, c'est les oreilles qui vont s'aplatir sur le corps. Au niveau du comportement, un lapin qui tape du pied, c'est un lapin qui est stressé en fait. C'est un lapin qui donne l'alerte. Depuis que j'ai découvert ça chez mes propres lapins, il y a quelques années, je trouve nettement moins mignon le personnage Pampan de Disney, parce qu'en fait, le lapin ne tape pas du pied quand il est heureux du tout. Le lapin tape du pied pour donner l'alerte et dire aux autres d'être vigilants. Il y a quelque chose qui l'inquiète à ce moment-là. Il va aussi évidemment essayer de se cacher assez rapidement, d'où de son instinct d'être une proie. Et puis, s'il est saisi ou attrapé, il va vraiment essayer de se débattre pour se défaire de la prise. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez l'expression de ce lapin qui est porté donc par sa propriétaire. Et très honnêtement, je retrouve assez la même expression que sur le lapin noir. Donc, on voit vraiment ce visage qui est tendu, les oreilles en arrière. On peut imaginer aussi que le lapin se débat à un moment ou à un autre quand le propriétaire essaie de le porter. C'est vraiment parce que le fait de porter son lapin, c'est quelque chose d'extrêmement stressant pour lui. C'est vraiment d'abord une perte de contact avec le sol, donc on le soulève d'un coup, et pour lui, il assimile ça à, par exemple, une attaque de prédateur. Deuxièmement, il va perdre subitement toute liberté de mouvement. Ça veut dire que dès qu'il est saisi, il va tout de suite comprendre qu'il ne peut pas fuir, qu'il est plus libre de faire ce qu'il veut, et ça va de nouveau le mettre dans un état de stress assez aigu. Et en dernier lieu, ça comporte aussi une partie forcément de contact physique contraint, et malheureusement dans des zones qui sont un peu des zones d'aversion qu'on a vues avant, c'est-à-dire on conseille de mettre une main sous le ventre, une main sous les fesses pour porter son lapin, et c'est vraiment deux zones qu'il déteste. Du coup, tous ces facteurs font que porter son lapin en général, pour lui, c'est vraiment pas du tout une partie de plaisir. La solution à ça, c'est déjà d'essayer de le porter au minimum. Et si on doit vraiment le déplacer d'un point A à un point B, on peut par exemple essayer, comme j'appelle ça, de le porter avec un sol. C'est-à-dire on essaie de le faire venir par exemple sur une couverture et on prend la couverture avec lui. Ou on essaie de le faire entrer dans un carton et on prend le carton avec lui, pour qu'il ait vraiment le sol qui est sous ses pattes qui vienne avec. L'autre alternative, si ça c'est pas possible, ce serait de mettre par exemple une main sous ses pattes, enfin les mains sous ses pattes, sous les quatre pattes, pour qu'il ait un appui au sol. Souvent, c'est pas très pratique, le lapin essaie de glisser, etc. C'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est vrai que si on peut pas venir avec un sol, autant opter pour cette option-là. C'est ce que vous voyez sur l'image en bas à droite, où on essaie de mettre justement le bras et puis la main sous les pattes.
c'est une prise qui est considérée relativement peu sûre, c'est-à-dire que si le lapin veut essayer de descendre et de se débattre, il va y arriver vu qu'il a appui. Mais c'est justement l'intérêt, c'est qu'il ne devrait pas avoir peur en fait d'être porté. S'il accepte le fait d'être porté, c'est que vous avez juste. Sinon, c'est qu'il faudrait, j'ai mis entre guillemets, l'habituer. Ça veut dire en gros le prendre vraiment par petits moments, le prendre vraiment, le porter quelques secondes dès qu'il se débat, lui faire comprendre que vous le relâchez et qu'il peut choisir en fait de mettre fin à ça s'il en a envie. Et après, on peut essayer de prolonger petit à petit le contact, le fait de le porter. Mais c'est rarement une partie de plaisir pour le lapin d'être vraiment soulevé du sol. En réponse à la peur, il y a 3 options que l'animal va choisir. En anglais, on appelle ça flight, freeze or fight. J'ai traduit ça par fuir, s'immobiliser ou combattre. Alors, il ne faut pas se leurrer, la préférée du lapin, c'est évidemment la fuite. C'est dans son instinct et ça n'a certainement pas été effacé par la domestication chez nos lapins nains domestiques. S'il ne peut pas fuir ou s'il est encore en train d'évaluer la situation, qu'est-ce que je fais? Il va s'immobiliser. Donc, il est complètement figé et c'est aussi un état dans lequel on voit très souvent les lapins en général au cabinet, sur la table d'examen. Et en tout dernier lieu, s'il faut vraiment, le lapin va éventuellement combattre. Mais c'est relativement risqué. Pour lui, il se met en danger vis-à-vis d'un autre lapin de morsure ou de fracture des pattes, des choses comme ça, s'il essaie de se battre. Et c'est vraiment la toute dernière option qu'il va choisir. L'agressivité, l'expression de l'agressivité sur le lapin, pour pouvoir la lire aussi, elle est assez similaire à de la peur. On a aussi cette expression comme ça tendue du visage, on a aussi les oreilles qui sont plaquées en arrière. En plus, le lapin va en général pousser des grognements et faire ce que j'appelle des attaques éclairs, c'est-à-dire il va vraiment venir en avant, essayer de griffer avec ses pattes, éventuellement même mordre en fonction du degré d'agressivité, et puis vraiment ensuite redisparaître très rapidement. Il sait très bien qu'il n'est pas en position dominante face à la personne qui l'agresse, et du coup il va vraiment faire des attaques très rapides et puis après disparaître, se cacher. Au refuge de Cernier, on a par exemple un grand spécialiste pour ça, c'est Spunky, qui essaye vraiment, quand on rentre dans son enclos et qu'on doit lui faire des soins, qu'on veut l'attraper, il essaye vraiment de nous dissuader par l'attaque. C'est souvent assez sportif et c'est vraiment un peu rodé pour l'attraper, on risque un peu nos doigts. Et ce qui est très surprenant quand on y pense, mais qu'au final c'est relativement logique, c'est que dès qu'on l'attrape, il se calme. J'ai de nouveau mis des guillemets au mot calme parce qu'en fait, il est en fait dans l'état d'immobilité complet. Il est dans un freeze, il a très bien compris qu'il n'est plus du tout en possession de ses moyens et du coup, il n'attaque plus à ce moment-là. Alors, si ça marche, là, on a une vidéo de Spunky. Vous voyez les oreilles qui partent en arrière et il attaque. Là, le fait de se nettoyer, c'est sûrement aussi un peu de nervosité. Et il repart se cacher. Voilà, donc ça c'est vraiment un degré d'agressivité. À chaque contact, on a malheureusement affaire à ça et on n'a pas, ouais, on n'a vraiment pour le moment encore pas trouvé de moyen de l'approcher sans le stresser, mais on y travaille actuellement. Je suis navrée, j'ai vu que ma vidéo n'était pas activée jusque-là. Une dernière option que le lapin peut opter, mais j'espère vraiment que vous ne l'avez jamais entendu sur votre propre lapin, j'ai appelé ça dire au revoir. En gros, c'est quand le lapin pousse un cri très aigu, comme un sifflement presque. On l'entend des fois dans le cadre du cabinet vétérinaire quand on les met en anesthésie au gaz et qu'ils se sentent comme un peu partir. Enfin, ils se sentent partir en anesthésie et du coup, ça peut arriver malheureusement que c'est un stress ultime et qu'ils poussent un cri à ce moment-là. Et il y a un très beau roman sur le thème des lapins et puis l'auteur décrit ça comme l'épouvantable cri du lapin frappé à mort et je trouvais que ça correspond effectivement vraiment à ce que c'est. Du coup, je vais essayer de vous montrer cette vidéo. Tu fais des grands signes, hein, Elena, si jamais ça ne marche pas.
Alors, c'est quelqu'un qui malheureusement a eu la bonne idée d'essayer de baigner son lapin. Donc, on ne baigne pas son lapin, c'est une très mauvaise idée. Vous voyez les oreilles qui partent en arrière, les yeux qui sont assez tendus. Et à un moment donné, il va avoir de l'eau qui va aller sur les narines et il aura la peine à, je pense, respirer, ou en tout cas l'impression d'avoir la peine à respirer. Là, à ce moment-là. Et heureusement, la personne à ce moment-là arrête l'eau, mais disons c'est trop tard, le stress s'était passé. Je trouve aussi assez marquant comme on voit très peu sur le visage du lapin à quel point il est stressé à ce moment-là. On l'entend crier et on trouve le cri totalement déchirant, mais l'expression faciale du lapin est pour un humain malheureusement pas très très lisible. Disons, il y a plus lisible que ça. Donc voilà, j'espère que vous avez jamais entendu votre lapin crier et ce serait vraiment dans son intérêt. Une fois que le lapin aura choisi une de ces 3 voire 4 options, il va l'opter et ensuite il va apprendre en gros de est-ce que ça a réussi à mettre fin à la situation qui le stressait? Est-ce que ça lui a permis, de survivre en fait à cette situation? Maintenant on va parler juste d'un autre sujet, c'est la transe. J'espère que pas mal de gens ne savent pas de quoi je parle, ce serait dans l'intérêt de leur lapin. On appelle ça aussi un état d'immobilité tonique. C'est en fait un état dans lequel on arrive à mettre le lapin lorsqu'on le tourne gentiment sur son dos. Il est vraiment comme hypnotisé, détendu et puis, heu, c'est un effet irréversible. Donc dès qu'on va faire du bruit ou lui toucher une patte après 1 minute, quelque chose comme ça, il va tout d'un coup comme se réveiller et être parfaitement, comme avant. On trouve pas mal de témoignages de propriétaires sur internet, qui utilisent ça par exemple pour leur couper les griffes parce que c'est très pratique, ils ne bougent plus. Il y en a d'autres qui font des jolies petites photos avec plusieurs lapins côte à côte comme au milieu, ou des enfants qui les retournent et qui peuvent leur faire des câlins parce qu'à ce moment-là aussi le lapin ne va pas essayer de se défaire des mains de l'enfant. C'est aussi quelque chose qui peut être utilisé par les vétérinaires, si on veut leur regarder les dents ou leur limer par exemple les dents du fond, ou faire des traitements de plaies, des traitements d'abcès, des choses comme ça. Ils sont vraiment dans un état complet d'immobilité pendant le traitement. Alors, j'ai de nouveau une vidéo. Donc c'est assez doux, on le retourne vraiment très progressivement. On entend les gens qui rient derrière, hein. On essaye de lâcher un petit peu trop tôt, il essaie de se relever. Donc on le maintient encore un petit peu en position. La tête qui part comme ça gentiment en arrière. Regardez l'expression du visage, hein. Et après, on peut enlever progressivement les 2 mains. Et le lapin reste comme ça. Il y en a qui disent on peut aller chercher un médicament, chercher le coupe-griffe à ce moment-là. Le lapin ne bouge vraiment plus, on peut le laisser comme ça sur le lit. Cette personne-là le laisse à peu près 1 minute, puis je vous montre encore la fin. Regardez l'œil de nouveau. Hop. On a longtemps cru que le lapin était vraiment dans une position de détente, parce que ça donne vraiment cette impression-là. Il y a la tête vraiment qui part gentiment en arrière. Les muscles des pattes sont quand même relativement tendus, mais c'est vrai qu'il est tellement dans un état d'immobilité qu'on a longtemps cru que c'était un état de détente. On sait aujourd'hui que c'est pas du tout le cas. En fait, c'est un mode de survie parce qu'un prédateur qui attrape sa proie, si la proie arrête subitement de se débattre, le prédateur aura moins l'instinct de vouloir la tuer. Et du coup, la proie qui est comme ça saisie tente le tout pour le tout. Et en essayant de ne plus bouger du tout, il est possible que le prédateur se désintéresse d'elle. Ça a été en gros sélectionné par la sélection naturelle et c'est resté comme ça dans l'instinct du lapin.
il faut vraiment comprendre que ce n'est pas une comédie. Le lapin ne le fait pas, enfin, ne le fait pas exprès, ce n'est pas qu'il réfléchit à son action. C'est vraiment un état complet de stupeur, de tétanie. Il n'y a plus que ça à faire, entre guillemets, et son instinct le pousse à le faire. Il y a une étude qui a été faite en 2006 qui a étudié les paramètres physiologiques des lapins pendant la transe et elle a vraiment prouvé le fait que le rythme de la respiration, le rythme du cœur augmente et le cortisol aussi. Donc, c'est tous ces paramètres qui sont très similaires à un stress extrêmement aigu. Et en gros, l'étude a conclu qu'il est vraiment inacceptable de mettre son lapin en transe sans raison valable. Ça peut être quelque chose qui est encore acceptable si c'est utilisé dans le cadre de soins vétérinaires, mais uniquement pour des soins non douloureux pardon, et dans le but éventuellement d'éviter une anesthésie générale. Il faut quand même comprendre que ça comporte un risque cardiovasculaire. On met quand même le cœur en émoi, la pression sanguine augmente, etc. Donc chez un lapin très malade ou un très vieux lapin, ça peut quand même être un risque pour sa vie en fait. Ce n'est pas complètement anodin. Il y a eu pas mal d'articles à ce sujet ces dernières années. Il y a même une campagne, vous voyez l'affiche en bas à droite, c'est l'affiche qui a été faite en Angleterre pour sensibiliser les propriétaires contre le fait de ne pas mettre en transe son lapin pour ne lui couper les griffes ou encore moins pour des câlins. Et dans ces articles, j'ai trouvé une très belle phrase qui dit que nous ne devrions jamais utiliser la peur pour contrôler un animal qui est sous notre protection. À dire, ça paraît complètement logique, mais c'est vrai que ça mérite d'être répété. Si on veut amener son lapin à faire ce qu'on aimerait qu'il fasse, couper les griffes, je reviendrai tout à la fin de ma présentation, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire dans des déplacements, des choses comme ça, on aimerait qu'il fasse sans qu'on doive le stresser. Il y a différentes méthodes d'apprentissage. Une qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle la méthode du leurre. C'est tout simplement le suivi de friandises. On a l'avantage que le lapin est un animal extrêmement gourmand et du coup, il va être très, très friand de tout ce qu'on va lui proposer à manger. Donc ça, par exemple, c'est la méthode du suivi du leurre, où j'ai simplement fait tourner ma lapine en rond en suivant la friandise. Et avec cette méthode-là, on peut vraiment les amener, par exemple, dans la cage de transport, sur une balance, etc. C'est relativement simple et basique. Un peu plus compliqué pour les gens qui ont un peu plus de temps, c'est la méthode avec un clicker et une target. Alors, le clicker, c'est le but qu'il fasse toujours le même bruit et que l'animal en fait assimile le clic à ce moment-là, je fais juste et il va y avoir une friandise qui arrive. Parce que le fait de distribuer une friandise, ça prend du temps, c'est imprécis. Le lapin ne comprend pas forcément que c'était pile à ce moment-là qu'il a fait juste. Et l'avantage du clic, c'est la précision, en fait, qu'il comprenne nettement mieux ce qu'on attend de lui. La target, c'est ce que vous voyez à droite en haut. C'est en gros la boule colorée qui est au bout d'un bâton en métal extensible, normalement. Et l'animal va comprendre, à force de plusieurs entraînements, que quand il touche la target avec son nez, le clic retentit, donc c'est ce qu'il fallait faire, et il va être récompensé. Et une fois qu'il a compris l'idée de quand on touche, on est récompensé, on peut après du coup l'amener justement dans un déplacement, de nouveau sur une balance, dans la cage de transport, etc. Donc lui, c'était la toute première séance que je vous ai filmée. Des fois, au début, c'est imprécis. Juste le fait qu'il s'intéresse même ne serait-ce qu'au bâton, on le récompense. Par exemple, là, il visait plutôt ma main que la boule, mais c'est déjà bien. On ne va pas trop exiger la première fois. Et l'autre lapine a déjà un peu plus l'habitude. Elle, on voit que c'est plus précis. Elle cherche vraiment la boule. Voilà, ça c'était juste pour vous démontrer le clicker et la target qui marche aussi pas mal chez des lapins. Ce qui est très important si vous voulez commencer des séances comme ça d'apprentissage avec votre lapin, c'est que pendant cette séance-là, il ne doit vraiment pas être manipulé. On ne doit pas le pousser, on ne doit pas lui tirer la tête contre la boule. C'est vraiment pas le but. Il ne doit pas être contraint, sinon c'est forcément lié à une émotion négative, à de la peur, et il ne va pas être capable à ce moment-là du tout d'assimiler ce qu'on aimerait lui apprendre. En fait. Et si on est vraiment très bon et qu'on a beaucoup de temps, je voulais vous montrer cette vidéo parce que ça m'a moi-même
vraiment surprise qu'on arrive à faire avec un lapin. Voilà, c'est pour vous donner quelques exemples et puis vous donner beaucoup d'espoir de ce que vous pourriez arriver à faire avec votre lapin. Ce que je voulais aussi vous montrer là, c'est que c'est que des comportements naturels qu'on fait travailler au lapin. C'est-à-dire, on ne va pas lui demander de donner la patte ou lui demander de s'asseoir. C'est des déplacements, des l'évitement d'obstacles, des sauts, le fait de gratter, le fait de prendre quelque chose dans sa bouche. C'est tout des choses que l'animal va faire déjà naturellement. Il ne faut pas lui demander trop non plus. Pas des choses qui sortent sur toute son espèce. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse ensemble une visite chez le vétérinaire, mais du point de vue du lapin. Alors, en général, quand on doit aller amener son lapin chez le vétérinaire, ça commence souvent par devoir le réveiller. Il est souvent dans une phase, à ce moment-là, de sommeil profond. Le rendez-vous est malheureusement pris à des heures où probablement il est en train de dormir et du coup, ça commence déjà mal, l'idée. Ensuite, on va devoir le mettre dans sa cage de transport, donc on va devoir le porter et ensuite le mettre dans sa cage de transport et on va donc il se retrouve complètement enfermé. Ça continue par le transport en voiture, donc on prend le lapin, on le met à l'arrière. En général, il n'est pas sous le volant comme sur cette photo. Il y a plein de bruits là qui commencent qu'il n'a jamais entendu. C'est vraiment pas du tout habituel pour lui le transport en voiture. Il y a les odeurs, la benzine, les vibrations, ça tourne à gauche, à droite. On peut s'imaginer que c'est comme les enfants en bas âge qui ne voient pas par-dessus la fenêtre, qui pourraient éventuellement même ressentir de la nausée. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement stressantes pour lui. Ensuite, on arrive en salle d'attente. Là, il y a encore toute une autre série de bruits. Il y a un chat qui miaule dans la cage à côté, un labrador qui vient coller son nez sur la grille. Différentes choses qui vont être extrêmement stressantes pour lui. Le téléphone de l'accueil qui sonne, toutes des choses qu'il n'a absolument pas l'habitude d'entendre ou de sentir. Et donc, il est en présence, là, par exemple, de deux prédateurs que le lapin craint naturellement. Ensuite arrive le moment de la consultation. On va devoir le sortir de la cage. En général, on le porte de nouveau. Si on essaie de le sortir par la porte de l'avant, souvent il se débat. On doit le s'y reprendre à plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai marqué l'extirper. C'est que des fois, c'est un petit peu sportif. Donc, c'est là où le lapin va tenter le tout pour qu'on ne puisse pas le sortir de sa cage. Et hop, il atterrit sur la table de consultation. Souvent, pour des raisons d'hygiène, c'est en métal, donc c'est une surface froide, une surface glissante où il n'a pas d'adhérence avec ses pattes pleines de poils. De nouveau, plein d'odeurs qu'il ne connaît pas, les mains qui sentent le désinfectant, les phéromones de stress des animaux précédents, voire même des odeurs de chien sur la table parce que c'était le dernier patient qu'on a eu avant lui. Et là, l'examen peut commencer. En général, c'est le moment où le lapin est complètement figé. C'est très rarement parce qu'il coopère, il est plutôt effectivement dans une phase d'immobilité totale. S'il essaye encore de tenter quelque chose pour s'échapper, il est immobilisé assez rapidement par l'assistante vétérinaire, il fait par le vétérinaire. Il y a au moins 3-4 mains qui essayent de peser sur lui pour l'empêcher de faire ce qu'il a envie. On va le porter sur la balance, le retourner pour lui regarder le ventre, lui couper les griffes, lui prendre sa température. On va devoir forcément examiner des zones très délicates pour lui, donc les yeux, la bouche, les oreilles. Le summum du pire, c'est vraiment la prise de la température. Là, on touche la région anogénitale et en plus, c'est un appareil en général froid et métallique qu'on va insérer. Donc, c'est vraiment une aversion complète pour ce pauvre animal qui n'avait rien demandé à part faire la sieste. À ce moment-là, le premier instinct qu'il aura, évidemment, le lapin, c'est d'essayer de s'enfuir. Il va évidemment pas pouvoir parce que le vétérinaire est là pour faire son examen. On veut continuer, on veut faire notre examen. On a 15 minutes pour le faire. Le rendez-vous a été pris pour ça, donc on ne va pas s'arrêter là.
cette fuite, ça explique la phrase que les vétérinaires entendent au moins une fois par jour, c'est quand on pose la cage de transport sur la table et que le chat, souvent, repart dedans à la vitesse de l'éclair et les gens nous disent: «Ah, c'est bizarre à la maison, j'arrivais pas à le mettre dedans et là, il rentre tout seul». Au final, c'est quelque chose de parfaitement logique, c'est-à-dire que en fait, la consultation, ce qu'on lui a fait subir est nettement pire que le fait d'être dans sa cage. Donc, il voit vraiment sa cage comme le dernier des refuges où on va enfin lui ficher la paix et il pense qu'à y retourner. C'est difficile à dire s'il pense déjà au voyage du retour et que ça va revenir à la maison, mais en tout cas, au moins, il n'aura plus cet affreux vétérinaire en train de le manipuler et du coup, il veut aller se cacher là-dedans. Donc, pendant l'examen, l'animal va pas pouvoir fuir, on va le maintenir et du coup, il va passer à la phase B, c'est-à-dire il va tenter de s'immobiliser. Et là, il espère qu'en s'immobilisant, ça va s'arrêter. Mais le problème, c'est que ça marche pas non plus. La situation qui est extrêmement stressante pour l'animal, elle continue. On continue notre examen, on remarque absolument pas que l'animal est totalement pétrifié et on continue nos manipulations, on veut finir ce qu'on a commencé. Et là, ce qui arrive plus souvent chez les chats et les chiens, il faut quand même que je parle un petit peu d'autres espèces brièvement, c'est de passer à l'attaque. Ils passent à la dernière option qui leur reste, c'est-à-dire l'attaque. Donc, quand on considère les choses comme ça, au final, l'agressivité de l'animal chez le vétérinaire, c'est quelque chose d'assez on peut s'y attendre, disons. C'est quelque chose d'assez logique au final et ça reste surtout une expression de la peur. Ça, c'est très important de le comprendre et de l'avoir toujours en tête. Il y a extrêmement peu d'animaux qui sont purement méchants et c'est plutôt des animaux qui sont purement traumatisés et qui vont à chaque fois en fait s'attendre à ce qui va arriver et du coup sont d'emblée méchants avec le vétérinaire et les soins qu'on aimerait lui prodiguer. Euh, à cause de ça, évidemment, le patient devient extrêmement difficile à examiner. C'est dangereux pour tout le monde, pour le patient, pour le propriétaire, pour le vétérinaire. Et le bien-être et la santé de l'animal sont vraiment affectés. Et très honnêtement aussi celui de la vétérinaire, parce qu'on n'a absolument pas du tout de plaisir de traiter, de voir à longueur de journée des animaux qui sont dans cet état-là. Revenons à notre lapin. Euh, En général, combattre pour lui dans une situation comme ça veut plutôt dire essayer de se débattre. Donc, il va essayer de se défaire de la prise, donner des coups de patte, etc. Mais il va rarement essayer de nous mordre. C'est un avantage pour le vétérinaire, mais un désavantage pour le lapin. C'est-à-dire que son stress est beaucoup moins lisible. On ne va pas comprendre le moment où il est vraiment au sommet de la panique parce qu'il ne va pas changer de comportement malheureusement. Et c'est d'où l'importance chez cette espèce-là de minimiser vraiment le stress, de savoir déclencher. Si un lapin se débat, il peut arriver malheureusement ça, là au milieu du cercle, ce que vous voyez, c'est une fracture d'une vertèbre. C'est-à-dire que les lapins ont tellement de muscles dans les pattes arrière que si ils font un faux mouvement et qu'ils tapent vraiment dans quelque chose sans qu'on ait maintenu leur dos, fixé leur dos, protégé leur dos, il peut vraiment y avoir des fractures qui se font tout seuls en fait au niveau des vertèbres. Et un animal qui est dans cet état-là, malheureusement, c'est un animal qui est subitement paralysé de l'arrière-train et on peut vraiment plus rien faire pour lui. C'est un animal qu'on doit malheureusement euthanasier. C'est quelque chose qui m'est jamais arrivé, mais je sais que c'est quelque chose qu'on m'a dit pendant mes études qui pouvait arriver et qui malheureusement est déjà arrivé à des collègues et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on essaye absolument d'éviter. Si le lapin se débat, on a plusieurs prises en tant que vétérinaire. J'ai mis les oreilles, même si très honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Et je pense que c'est largement obsolète. Mais si éventuellement, il nous reste vraiment plus que ça à attraper avant qu'il tombe de la table, on peut éventuellement tenter le tout pour le tout. Ce que certains vétérinaires font aussi, c'est la prise par la nuque, comme pour les chats, ce que vous voyez sur l'image en bas à gauche. Ou ce qui est beaucoup plus courant, c'est ce qu'on appelle un burrito. C'est quand on enroule comme ça le lapin dans un linge intégralement. Donc les quatre pattes y sont, il y a toute la tête qui dépasse. Et c'est quelque chose qu'on considère assez sécure. C'est-à-dire le lapin, à ce moment-là, lui, ne peut plus se faire mal au dos. Il ne va plus donner de coups de patte et il est comme ça immobilisé et facile à examiner. Maintenant, si on prend un petit peu de distance avec cette situation, ça veut dire qu'un animal qui est stressé, qui soit se débat, soit va attaquer, le vétérinaire, pour tenter de mettre fin à cette situation qui le stresse extrêmement, la conséquence que ça a de son expression de comportement, c'est
la solution qu'on apporte, c'est de l'immobilisation complète. Donc, parce que l'animal se débat ou attaque, on va totalement l'immobiliser. L'animal va complètement perdre la liberté de ses mouvements. Et ça, c'est quelque chose qui manque pour moi atrocement de logique et qui va faire en fait qu'aggraver l'état de stress complet de l'animal en consultation. Euh, Il y a toute une panoplie de choses qui ont été inventées pour le chat, vu que le chat, c'est quand même un animal qui a des dents et des griffes. Donc, on peut le prendre par la nuque. On a comme ça des muselières pour le chat pour l'aveugler complètement puis nous protéger de leurs dents. On a inventé aussi des sacs à chat où il n'y a plus que la tête et puis une patte, par exemple, pour la prise de sang qu'on peut sortir tout juste. C'est vraiment toutes des choses qui sont faites pour protéger le vétérinaire et pas du tout le patient lui-même. À ce moment-là, le bien-être de l'animal est vraiment mis complètement entre parenthèses. Ça va avec une grande souffrance et une grande angoisse du patient et ça se répète à chaque visite. J'ai réfléchi une fois pour moi et je me suis dit: «Et si pour nous, on vivait la même chose quand on allait chez le médecin?» On serait vraiment extrêmement stressé rien qu'à l'idée du jour du rendez-vous. Je pense une semaine avant, on angoisserait, on ferait des insomnies. Le jour, ce serait absolument terrible et je pense que même plusieurs jours après, on serait vraiment sous le choc de ce qui s'est passé. Du coup, chez les vétérinaires, depuis quelques années, il y a une prise de conscience vraiment internationale. Il y a des programmes aux États-Unis, en Australie, qui sont destinés aux vétérinaires, mais aussi aux refuges, enfin tous les gens qui ont affaire comme ça avec des animaux, aussi les toiletteurs, canins et cetera. Hem et leur but, c'est d'apprendre justement, entre guillemets, aux vétérinaires, enfin d'apprendre aux vétérinaires de rendre, leur visite le plus agréable possible et ça va forcément avec un minimum de contraintes physiques pour l'animal et ce qui est aussi primordial, c'est la distribution de friandises. Autrefois, je donnais des friandises déjà que aux chiens et que en fin de consultation, comme pour les récompenser d'avoir été braves avec moi et depuis que j'ai participé un de ces, un de ces programmes, on apprend effectivement qu'il faut donner des friandises tout le temps, avant, pendant, après. Au début, ça marche pas très bien. Il y a beaucoup d'animaux qui refusent de les prendre et plus on l'applique, plus les animaux vraiment le prennent et ça vaut aussi pour les chats et pour les lapins et pas que pour les chiens. Alors il ne faut pas se leurrer, chez le vétérinaire, l'animal va quand même toujours être stressé. Hem L'idéal, ce serait que son stress ressemble un peu à la courbe que vous voyez là, c'est-à-dire qu'il a une zone de confort et que ça oscille un peu dans cette zone de confort et tout d'un coup, on lui met quelque chose dans l'oreille pour regarder au fond de l'oreille, hop, il y a un pic de stress, on enlève l'appareil de l'oreille et le stress redescend. L'idéal, ce serait ça, c'est-à-dire qu'il y ait des pics de stress, on est obligé quand on prend la température, quand on regarde les yeux, quand on met quelque chose dans les oreilles, mais que l'animal redescende dans sa zone de confort assez rapidement. Et ça, c'est les patients qui sont dans cette zone verte, c'est le patient idéal qui est confortable, qui aura une expérience majoritairement positive avec le vétérinaire et qui se sentira bien en consultation. Ensuite, on a les patients qui sont dans cette zone orange, qui sont plus difficiles à remettre dans leur zone de confort. Il faut prendre plus de temps. C'est des patients où, par exemple, je me retourne, je tape 1 minute quelque chose à l'ordinateur et je retourne après vers eux. Où on discute à ce moment-là avec le propriétaire, on arrête le contact, on ne touche plus l'animal, on ne le regarde pas, on le laisse redescendre simplement dans sa zone de confort sans faire quoi que ce soit en fait avec lui, qui s'habitue à la situation, qu'on lui donne le temps de redescendre. Et il y a malheureusement toujours dans la patientèle des animaux qui sont dans la zone rouge, c'est-à-dire ceux-là, ils sont impossibles à ramener dans la zone de confort. C'est vraiment même des chiens qui font demi-tour rien que dans la rue du vétérinaire. Ils tirent sur leur laisse, ils ne veulent absolument pas, même pas rentrer dans le cabinet. C'est des animaux qu'on a extrêmement beaucoup de peine à réhabituer, à déshabituer en fait, et à leur faire passer un bon moment avec nous. C'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas faire faux en fait dès le début et puis de ne pas devoir déshabituer un comportement acquis parce que c'est extrêmement difficile. C'est ce qu'on voit typiquement avec les propriétaires qui ont énormément de peine à mettre leur chat dans leur cage de transport. C'est vraiment parce que le trauma est déjà arrivé et qu'il sait très bien qu'il va se reproduire et que du coup, il fait tout pour ne pas y rentrer. L'idéal, ce serait donc de ne pas donner de raison à l'animal d'avoir peur dès le début. Hem, il faut que je parle brièvement des friandises. Ça paraît simple, mais ça nécessite quelques explications. Ça doit être quelque chose de très appétant et ça doit être aussi quelque chose qui est pour tous les goûts. Donc on en a à peu près 2-3 pour chaque espèce, 2-3 pour chien, 2-3 pour chat, 2-3 pour le lapin.
Par exemple, pour le lapin, on a ces donuts compressés qu'il ne faudrait pas donner à son lapin, mais qu'on a le droit, vu qu'on est chez le vétérinaire et qu'il faut vraiment les gâter. Des pommes séchées, puis des carottes séchées, par exemple. Il faut que ce soit des choses assez petites et multiples, donc on peut s'en donner à répétition et que l'animal puisse les avaler assez rapidement, ou alors quelque chose de continu. Je n'ai pas encore trouvé la solution continue pour le lapin, très honnêtement, mais on connaît ça par exemple chez le furet, où on peut lui donner une de ses pâtes nutritionnelles comme ça en continu, et on fait tout l'examen et l'animal est totalement concentré sur son tube et remarque vraiment pas du tout ce qu'on est en train de faire, même prendre la température, il ne se retourne pas. Hem, il faut aussi considérer le fait que la friandise, c'est un des rares stimuli positifs, voire même, en l'occurrence, le seul stimuli positif que l'animal aura lors d'une visite chez son vétérinaire. Et que même si elle est pas mangée, ça sert quand même de distraction. C'est-à-dire, à ce moment-là, le temps qu'on lui tend la friandise, il se passe rien de négatif. On va pas lui prendre la température en même temps qu'on lui tend la friandise. C'est vraiment juste l'action de lui proposer quelque chose à manger et du coup, déjà, il a la paix quelques secondes et surtout, c'est un stimuli aussi olfactif positif. C'est quand même quelque chose qui a une bonne odeur, hem et qui va le distraire à ce moment-là du stress dans lequel il était, temporairement. Ce qui est très important aussi pour le vétérinaire, c'est, on peut considérer la friandise aussi comme le baromètre du stress. C'est-à-dire qu'un animal qui typiquement plutôt un chien ou un chat au tout début de la consultation prend les friandises, on commence l'examen, tout d'un coup il ne les prend plus, c'est qu'il est déjà au-delà de sa zone de confort et qu'il faudrait prendre le temps de redescendre, de lui laisser un petit peu plus d'espace, un peu plus de temps pour redescendre dans sa zone de confort jusqu'à ce qu'il reprenne des friandises. C'est pas toujours possible, ça prend un peu de temps, c'est pas possible chez tous les patients. Il y en a qui, dès qu'on commence l'examen, sortent de leur zone de confort et ne vont pas y retourner jusqu'à la fin de l'examen. Mais c'est important pour nous pour savoir, pour connaître notre patient, pour savoir où il en est lui, dans son vécu. Au cabinet, l'application de cette méthode, en gros, bah, ça prend du temps et ça a besoin d'entraînement. Ça veut dire que chaque patient, il faut qu'il vienne un peu plusieurs fois. Si on fait une fois alors qu'il a fait 10 visites vétérinaires avant, parfaitement normal, il ne va pas trop comprendre ce qui lui arrive, il va être très sceptique et il y a vraiment besoin d'un espèce de temps d'habituation pour l'animal. On met évidemment l'accent sur le bien-être de l'animal et plus sur l'efficacité. On laisse un maximum le choix à l'animal. Pendant la consultation, on lui laisse la liberté. Hem, on essaie de minimiser vraiment la contention. Par exemple, sur ce lapin, vous voyez, je trouve c'est pas moi qui ai pris la photo, mais je trouve la contention pas trop mal, c'est-à-dire le lapin a contact avec le sol, la vétérinaire tient juste, la patte, dans une position relativement physiologique et puis il y a une main sur son dos, qui le maintient un petit peu, mais il n'est pas dans un linge emballé, il a relativement, la liberté de ses 4 pattes et de pouvoir bouger, comme il l'entend. D'ailleurs, l'expression du visage n'est pas extrêmement tendue. Un petit peu, mais ça pourrait être pire, disons. On n'oublie pas les stimuli positifs. J'ai parlé des friandises, vous pouvez aussi amener vos friandises, hein, avec votre animal en consultation. Hem, mais il peut aussi s'agir, par exemple, de jouets. Ça, il s'agit plutôt, ça marche très bien sur les jeunes chats, les chatons, lors du premier vaccin, par exemple. On joue souvent avec des plumes, des choses comme ça. Ou pour les animaux qui apprécient le contact avec l'humain, qui y sont habitués, évidemment les caresses, hein. Ce qui est très important aussi, c'est de laisser à l'animal l'illusion de pouvoir s'échapper. Ça paraît anodin, mais c'est très important. Par exemple, on va laisser la cage de transport qui est son échappatoire sur la table de consultation. Et ouverte, si possible. Pour lui donner l'illusion, en gros, le lapin, là-bas, c'est son terrier, il pourrait s'y mettre en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on va le laisser y retourner 10 fois dedans lors de la consultation, mais au moins visuellement, il la voit et ça lui donne un petit peu de sécurité. Euh, je me rappelle aussi d'une fois où on avait un jeune chat relativement difficile à contenir, il n'y a rien qui marchait, pas les friandises, pas les jouets, surtout pas les caresses. Et au moment de vacciner, j'avais vu qu'il avait une obsession totale pour la porte de sortie. Il savait très bien par où il y avait la solution. Il était complètement obsédé par la porte de sortie. Et du coup, j'ai demandé au moment de faire l'injection à la propriétaire de juste entrouvrir la porte, juste 2 centimètres. Ça a complètement focusé son attention sur la porte et j'ai pu faire mon injection sans qu'il bouge du tout. Et ce qui est aussi finalement très important, c'est de respecter la réticence de l'animal. C'est-à-dire un chien qui va grogner, un chat qui va tout d'un coup aussi grogner, ou
un animal qui va complètement se figer à un instant précis, on peut se permettre de respecter sa réticence, de marquer une pause, d'arrêter le stimuli négatif pendant quelques secondes, le laisser le temps de redescendre et ensuite de recommencer. C'est quelque chose qui marche vraiment très bien. L'animal finit par comprendre qu'il est pris en compte et qu'effectivement le fait que le pic de stress déclenche en fait un arrêt du stimuli négatif, ça lui procure vraiment une sécurité aussi supplémentaire. Donc on reprend notre visite avec le lapin. Si possible, on essaie d'éviter de le réveiller. Les vétérinaires ont décidé d'avoir dit ça, mais on essaie de prendre le rendez-vous soit tôt le matin, soit en fin de journée, qui sont les phases d'activité du lapin. Ensuite, pour le mettre dans sa cage, l'idéal, c'est de l'y amener à rentrer tout seul. Donc, il faut très bien choisir sa cage de transport, c'est très important. On choisit une cage avec une porte sur le devant, comme ça l'animal peut rentrer tout seul sans devoir être porté et mis à l'intérieur. Ensuite, il faudrait choisir une cage avec un toit opaque. Donc, le plafond, il faut qu'il soit plein et pas grillagé, pas transparent. Ça lui donne vraiment une sécurité. C'est comme être dans un terrier, dans sa maison. Il va se sentir beaucoup plus à l'aise pour ensuite toute la suite des opérations, le transport en voiture, la salle d'attente avec les autres animaux. Ça lui donne vraiment beaucoup plus de sécurité s'il est protégé comme ça de son environnement. Ensuite, il faut penser au sol. Ces cages sont souvent vendues avec un coussin qu'on retrouve chez le vétérinaire collé contre la grille d'un côté et de l'autre côté, il y a le chat qui est dans son urine. Il faut penser que ces coussins sont souvent très mal prévus. Ils glissent, ils sont inadaptés. Ce qui marche par contre très bien, c'est des morceaux de moquette. On trouve ça pour 5 francs au bricot. On les coule pile à la taille de la cage. C'est absorbant, c'est anti-adhérent. C'est vraiment parfait pour lui procurer une stabilité au niveau des pattes. L'idéal, là, c'est plus pour le vétérinaire, ce serait une cage qui s'ouvre en deux. Comme ça, on peut faire l'examen à l'intérieur de la cage, je vais vous montrer après, sans devoir forcément extirper le lapin et le mettre sur la table de consultation. Ça vaut aussi pour les chats, si jamais. C'est très important de bien choisir sa cage. Et ces cages qui sont vendues pour les lapins ou pour les rongeurs, en gros, il y a tout qu'il faut. Le toit est transparent, il faut le porter pour le mettre dedans. Le sol est en plastique, on a même de la peine à faire rentrer, je pense, un carré de moquette parce que l'entrée est plus petite que le fond. En gros, ça, on oublie. Si vous en avez une, vous pouvez racheter une autre cage avec plaisir. Ce qui est très important ensuite, c'est de la mettre en contact avec le lapin à l'avance. Il y en a qui ont besoin juste un jour à l'avance, il y en a, vous pouvez même simplement la laisser dans son enclos. Il faut que le lapin puisse faire connaissance avec cette cage à l'avance. L'avantage, c'est que le lapin est un animal extrêmement curieux et du coup, dès qu'on va lui mettre un objet inconnu dans sa cage, il aura tendance à aller le découvrir, à aller dedans, à sauter dessus, etc. Donc c'est vraiment, on peut profiter de son tempérament comme ça curieux. Ensuite, on peut lui apprendre justement à rentrer dedans, donc soit avec la méthode du leurre, soit même avec le clicker et la target, si vous voulez. Pour le faire rentrer vraiment spontanément dedans, on utilise des friandises. Là, je vais vous montrer comment ça marche. Donc ça, c'est ma lapine qui a l'habitude, malheureusement, de la cage de transport. On voit que les oreilles sont un peu mises en avant, comme ça, elle est quand même pas mal à l'affût. On distribue les friandises. Tout prend beaucoup de temps avec les lapins. Ils sont en train d'observer constamment leur environnement. On a l'impression qu'il ne se passe rien entre les deux oreilles, mais ils sont complètement à l'affût. Ils observent chaque mouvement, chaque seconde qui se passe. Hop, là, elle a fait un pas vers la cage. On observe. Et hop, on va dedans. Ensuite, pour le voyage en voiture, l'idéal, ce serait pouvoir prendre le compagnon. C'est stressant pour l'animal qui n'a pas besoin d'être amené chez le vétérinaire avec, mais souvent, c'est justement l'autre, c'est le patient qui doit être amené, qui est probablement des fois malade, qui lui, ça lui apporte une sécurité. Donc, un, il perd un petit peu, mais l'autre, il gagne pas mal. Et du coup, je recommande quand même de chaque fois prendre vraiment le compagnon avec, même s'il est là vraiment juste pour accompagner. On n'oublie pas que même si on est en retard, on ne fait pas du rallye, on fait vraiment une conduite douce. Et si jamais vous devez vraiment prévoir un transport long,
pour partir en vacances, par exemple, quelque chose comme ça. Et éventuellement, il faut penser à médicamenter votre lapin parce que le transport est quand même un moment vraiment extrêmement stressant pour lui. Ensuite, pour la salle d'attente, ça vaut aussi pour l'hospitalisation. L'idéal, ce serait que le vétérinaire ait une zone séparée pour les chiens et pour les autres. Le chat reste un prédateur pour le lapin, mais c'est vrai qu'en salle d'attente chez un vétérinaire, en général, celui qui dérange tout le monde, c'est quand même le chien. Il est bruyant et il est vraiment au sommet de la chaîne alimentaire des animaux qu'on voit chez le vétérinaire. Euh, mais c'est vrai que pas tous les vétérinaires ont forcément la place de faire deux zones, ou même un chien qui aboie, forcément, l'aboiement va passer au-delà de la zone et aussi dans la salle pour les autres animaux. Ce que vous ne devez pas hésiter à faire, c'est de confier votre cage en fait avec les lapins à l'accueil. Dites juste que c'est la panique pour eux, qu'il y a effectivement un chien qui est bruyant, qui a son nez contre sa cage et que vous aimeriez qu'il l'amène simplement dans une zone plus calme du cabinet. C'est souvent la salle de radiologie. On fait vraiment ça très volontiers. N'hésitez vraiment pas plutôt que d'attendre un quart d'heure avec un chien à côté de vous. Ensuite, pendant la consultation, comme je l'ai dit, le stress est effectivement relativement inévitable, mais on peut vraiment le réduire. L'idéal, ce serait justement de laisser la cage sur la table. Je l'ai mentionné avant, c'est un refuge, c'est des odeurs qu'il connaît. S'il y a le compagnon avec, c'est même une vision justement de son compagnon, ça lui donne de la sécurité. Examiner le lapin dans sa cage, je trouve que ça marche encore mieux si on peut l'ouvrir en deux. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de mains qui maintiennent l'animal. Il va rester volontiers dans sa cage. Il ne va pas essayer de sortir sur la table. Ce serait vraiment du suicide pour lui d'essayer de partir sur un espace aussi ouvert, aussi exposé. Donc souvent, il va juste volontiers rester la tête dans un coin, dans sa cage, et on n'aura pas besoin en fait de le maintenir là où on aimerait pouvoir l'examiner. On essaye justement de minimiser la contention, d'avoir un minimum de main sur l'animal et de ne pas essayer absolument de le fixer, de l'immobiliser complètement dans la position qu'on a besoin. On peut être flexible pendant l'examen. On commence des fois par l'arrière parce que ça se présente comme ça, et puis des fois par la tête parce que ça se présente comme ci. Si on veut le sortir sur la table, il faut penser à une surface antidérapante, donc que ce soit un linge ou un matelas en gomme comme ça, pour pas qu'il glisse. Et puis, pour l'enrouler dans un linge, je trouve la méthode du burrito un petit peu exagérée et invasive pour rien. Souvent, ça marche de juste l'enrouler juste sur l'arrière-train, en fait, pour l'empêcher de reculer. Et puis, les mains de la personne qui est avec nous, même du propriétaire, sur les côtés, ça suffit largement. On n'a pas besoin de le serrer comme un saucisson dans un linge. Ce qui est très, très important aussi pour les soins à domicile, on verra après, c'est de le laisser en contact avec le sol. Ça reste vraiment sa sécurité. Il faut lui laisser au moins 2 pattes, en général les pattes arrière, mieux 4, avec le sol constamment. Que ce soit pour lui couper les griffes ou comme sur cette petite vidéo, pour lui prendre la température, on se casse les genoux, on se casse le dos, mais on peut vraiment tout faire sans devoir porter le lapin et sans devoir le stresser de manière supplémentaire. Pour le regarder dans la bouche, on a ces instruments avec en gros une loupe et puis de la lumière. C'est clair que c'est un moment pas très agréable pour le lapin. On va quand même lui fourrer quelque chose souvent de froid et d'inconnu dans la bouche. On peut aussi le faire un peu plus délicatement que sur la photo de droite où la main saisit vraiment toute la tête. C'est quelque chose qui est un pic de stress pour le lapin, mais qui est en général relativement bien toléré si on fait ça en douceur. Il existe comme ça des écarteurs. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit être utilisé que sur un lapin en anesthésie ou au moins en sédation, mais pas sur un lapin qui est en pleine possession de ses moyens. C'est quelque chose qui est extrêmement stressant et qui peut même être dangereux. Ça peut lui blesser la gencive, lui blesser les joues ou même lui casser une dent. On essaye aussi le fait de porter, de faire tout en même temps, c'est-à-dire si on doit faire une radio, on va le prendre, le mettre sur la balance et ensuite aller en radiographie, essayer de condenser le fait de le porter et pas faire ça en plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et de nouveau, on le porte avec les mains sous les pattes pour lui donner un petit peu plus de sécurité. Là, je vous ai fait une petite vidéo de démonstration de comment ça se passe. Donc, on ouvre la cage. Le lapin ne sort pas, hein. J'ai jamais eu de lapin qui a sauté de la table non plus.
On établit un peu le contact et on commence par une friandise. Personne ne le maintient encore le lapin, c'est très important. Puis on se fait passer comme ça les instruments pour l'examen. Si on veut le sortir sur la table, on peut le faire par exemple marcher. On a mis ce grand linge comme ça sur la table pour lui donner la stabilité. Et puis si l'animal veut absolument retourner, ben, on peut le laisser retourner si on a le temps, lui donner vraiment l'opportunité aussi de retourner. Ça, c'est la technique comme on enroule le linge comme ça juste sur les fesses. Par exemple, là, pour lui regarder les dents. Donc, il y a les mains de mon assistante autour. Moi, je lui maintiens juste un petit peu le menton pour lui lever la tête pour pouvoir regarder au fond. Mon assistante enlève le linge directement sur les fesses dès qu'on n'en a plus besoin. C'est sinon un contact inutile qui stresse l'animal pour rien. Il n'a pas besoin d'être enroulé dans le linge alors qu'on n'en a pas besoin. Et on le récompense encore. Et à la fin, vraiment s'assurer, si on commence à ouvrir les cages, vraiment s'assurer qu'elles soient bien fermées. Il y a différents systèmes, différents cliquets qu'il ne faut pas oublier, etc. Ce serait vraiment dommage si votre cage s'ouvre en chemin sur le retour, quoi. Ce qui est aussi important, c'est pour le risque anesthésique, il y a une étude qui a prouvé que des lapins qui sont plus stressés ont plus de risques en fait à l'anesthésie, c'est-à-dire qu'ils ont mis des lapins dans des cages pour le test en gros, et ils les ont séparés en deux groupes, les lapins qui avaient un comportement anxieux, donc qui étaient vraiment au fond, qui se cachaient, qui ne venaient pas en contact avec les personnels soignants, et d'autres qui étaient plus détendus, qui venaient à l'avant, etc. Et ensuite, tous ces lapins, ils les ont anesthésiés et ils ont vu que ceux qui étaient anxieux avaient beaucoup plus tendance à retenir leur respiration quand on fait une anesthésie au gaz. Et ça, c'est vraiment lié avec des risques de manque d'oxygène, etc. Donc, le fait d'avoir un animal qui est détendu, ça minimise aussi les risques d'apnée, de fait qu'ils retiennent leur respiration à l'induction pour l'anesthésie. Et ils se sont aussi rendus compte qu'ils étaient plus faciles à intuber les lapins quand on passe un tube dans la trachée, ce qui est déjà quelque chose de pas très facile en soi, mais les lapins qui sont plus détendus sont aussi plus faciles à intuber. Donc tout ça, ça donne vraiment une sécurité pour l'anesthésie. Si l'animal est vraiment dans cette zone, par exemple rouge, ou qu'il doit vraiment vivre quelque chose d'extrêmement stressant, on peut penser à la médication. Les médications qu'on donne actuellement, c'est des anxiolytiques et plus des sédatifs. C'est-à-dire que l'animal va être vraiment détendu au niveau de son cerveau, enfin, au niveau de sa perception de l'environnement. C'est presque un peu des antidépresseurs. Et c'est plus du tout des molécules qui vont les immobiliser. Avant, on donnait des choses qui les relaxaient au niveau musculaire, mais ils étaient complètement là dans la tête. Et du coup, ça les stressait énormément de ne pas pouvoir bouger comme ils voudraient, de ne pas pouvoir prendre la fuite. Et du coup, ça faisait, en guillemets, l'effet inverse. Intérieurement, ils étaient complètement stressés le vétérinaire pouvait quand même faire son examen ou sa manipulation, mais c'est vrai que pour le stress de l'animal, ça jouait absolument aucun rôle. Alors que les anxiolytiques qu'on a actuellement, c'est vraiment quelque chose qui va lui faire percevoir son environnement d'une manière nettement moins stressante. On peut vraiment l'utiliser pour des traitements qui sont évidemment non douloureux, éventuellement répétés, comme le limage par exemple des incisives, ou si on doit le tondre tout d'un coup, tondre d'arrière-train, des choses comme ça qu'on sait que ça va mettre du temps. C'est quelque chose que les propriétaires peuvent aussi donner par voie orale, par exemple 1 heure avant le rendez-vous, pour des lapins qui sont extrêmement difficiles à soigner ou qu'on sait qu'il va falloir faire quelque chose de stressant sur eux. Quelque chose qui marche aussi très bien, je ne veux pas faire de la pub, mais c'est le Pet Remedy. C'est un produit à base de valériane, donc c'est quelque chose de naturel. Et très honnêtement, moi, j'étais au début très sceptique parce que, en gros, ça marche sur tous les animaux. Et je ne voyais pas comment c'était possible qu'un produit déstressant fonctionne sur tous les animaux. Et au final, c'est relativement logique parce que ça marche sur toutes les espèces qui ont des récepteurs neuronaux à GABA, qu'on appelle, c'est un type de neurorécepteur. Et du coup, ça fait effectivement une sacrée panoplie du reptile au cheval. Et ça marche extrêmement bien, je trouve, sur les chats, mais aussi sur les lapins. Il y a une étude en 2020 qui a vraiment prouvé que lors de stress aigu, les animaux qui étaient exposés à ce spray avaient vraiment une fréquence cardiaque plus faible que les animaux qui étaient manipulés sans la présence de ce spray. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait acheter et puis utiliser pendant le transport et puis chez le vétérinaire. Certains les ont dans la pièce même de consultation. Sinon, prenez simplement vos sprays avec.
Maintenant, on va finir par les soins à domicile. Je suis navrée, je dépasse un petit peu le temps. Euh, on va déjà la peser, c'est quelque chose que vous devriez faire régulièrement sur votre lapin. Ce serait chouette pour surveiller son état de santé. Alors, on oublie la photo en haut à droite. L'animal est dans un bol, donc il a sûrement été porté. Le bol a un fond rond, glissant. Là, s'il essaie de sauter, il y a un risque de se faire mal, de casser le bol, etc. Donc, c'est vraiment pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. On peut prendre par exemple un carton avec une entrée sur le devant, le pousser à rentrer dans le carton, enfin l'encourager à rentrer dans le carton et fermer le carton, mettre le carton sur la balance, ou alors on peut leur apprendre à monter sur les petites balances de cuisine. Comme ça, on met quelque chose d'antidérapant, parce que souvent les balances de cuisine sont en verre ou en métal pour des questions d'hygiène. Et là, c'est tout simplement avec la méthode du leurre. Très honnêtement, c'est la deuxième fois que je le faisais, donc c'est vraiment pas des lapins entraînés à le faire. Voilà, là, il est sur la balance complètement. Je vais vous montrer encore la deuxième pour vous prouver que ça marche avec les deux. Hop. Là, il manque une patte. Et puis, je vais juste la chatouiller un petit peu pour que la mette dessus. Hop, voilà. C'est tout simple et ça marche vraiment très bien. Les balances sont à 30 francs sur Galaxus, si jamais. Pour couper les griffes, on oublie la transe. On oublie aussi le fait de porter son lapin si possible. Ce qui serait idéal, c'est de le laisser en contact avec le sol et de le récompenser. On peut évidemment utiliser des friandises ou des caresses comme sur mon lapin qui, lui, apprécie énormément les caresses. C'est vraiment pas le cas de tous les lapins, hein, il faut effectivement l'admettre. Mais si le lapin apprécie le contact physique, on peut tout à fait alterner le fait de couper une griffe et de le caresser en même temps. Ça prend un peu plus de temps, c'est moins efficace, ça c'est certain. Hein. Hop. Et puis quand il a la réticence, qu'il tire sa patte, on prend le temps, on le caresse un petit peu et on recommence. Voilà. Ça marche aussi avec les pattes arrière si jamais. Sinon, j'ai trouvé une vidéo aussi assez sympa de la même personne qui faisait les entraînements là, sur sa lapine, de comment apprendre si le lapin rechigne vraiment complètement au contact physique des pattes, etc. Comment faire en sorte qu'il s'use les griffes tout seul. Alors, elle utilise du papier de verre et puis avec le mouvement qu'elle lui a appris à faire, le lapin en fait se lime les griffes tout seul. Je ne sais pas combien c'est efficace, je ne sais pas à quelle fréquence il faut le faire, mais c'est une option pour les lapins qui détestent vraiment complètement le contact physique. Pourquoi pas? Vous pourrez essayer puis me dire si ça fonctionne. Pardon, voilà. So now we're going Pour le contrôler des dents, on n'oublie pas de nouveau le contact au sol. Donc, ce qui est pratique, c'est de prendre l'animal sur une table, puis nous, de nous mettre dessus plutôt que d'essayer de le retourner ou de le soulever dans les airs pour le regarder, les dents. Et puis, essayer de vraiment pas trop tirer sur les lèvres. Il y a un frein comme ça entre les deux lèvres qu'on voit sur cette photo, comme ça brillant. C'est clair que si on tire trop fort, ça va lui faire mal et il va forcément essayer de bouger, de retirer la tête. On n'arrivera pas à notre but comme ça. Et on n'oublie pas de le récompenser avec des friandises quand on a fait. Encore deux petits mots sur le gavage. J'ai mis ces deux images parce qu'en gros, autant on adore le gâteau au chocolat, autant si quelqu'un essaie de nous le fourrer dans la bouche, on détesterait ça. Les gavages qu'on a, les pâtes de gavage, sont souvent très appétantes pour les lapins. Et du coup, s'ils se débattent vraiment quand on essaie de leur administrer, soit le lapin est vraiment malade, et ça, c'est encore un autre cas de figure, mais pour des patients qu'il faut un peu soutenir au niveau alimentaire et qui sont plus dans une phase aiguë de la maladie, le fait qu'ils ne mangent pas leur gavage, ça peut vraiment juste dû au fait qu'ils ne veulent pas ce qu'on leur fourre en fait simplement dans la bouche. Et j'ai vraiment vécu ça avec mon propre lapin qui a eu pas mal de problèmes digestifs. Et j'avais beau me mettre à quatre pattes par terre, comme sur la photo, me plier en quatre, puis utiliser des toutes petites seringues pour être le plus sympa avec lui. C'était vraiment la panique. Il faisait des chocs électriques. C'était vraiment, à chaque fois que je lui approchais les lèvres, c'était extrêmement dur de le gaver. Ça me brisait le cœur. Et une fois, j'ai simplement abandonné d'emblée, c'est-à-dire j'ai essayé une seringue, il n'a pas voulu, il s'est tout de suite débattu. Je l'ai relâché et je suis revenue 3 heures plus tard pour le prochain gavage. Et je lui ai juste proposé la seringue. Une fois, il ne l'a pas pris. Reproposé 2 minutes plus tard. 2 fois, il ne l'a pas pris. Et la troisième fois, il l'a pris tout seul. Et depuis ce jour-là, je vous assure, il prenait tout seul le gavage. Il avait compris que c'était fini la torture, que la seringue ne voulait pas dire qu'on allait lui fourrer dans la bouche. Et il le prenait vraiment tout seul au bout de la seringue.
Pour finir, administrer un médicament à son lapin, de nouveau, si vous devez vraiment lui mettre dans la bouche, laissez-le dans son environnement. Donc, c'est vous qui allez dans son enclos. Laissez-le avec un contact au sol et puis on n'oublie pas les friandises. L'autre option, c'est que certains médicaments ont vraiment bon goût. On peut vraiment juste essayer de lui proposer, comme pour le gavage, la seringue devant la bouche. Peut-être qu'il veut lécher tout seul le produit. Il faut essayer. Et si ça n'est pas à son goût, on peut le mélanger simplement avec quelque chose qu'il apprécie, sur une friandise qui pompe comme ça le liquide, ou mélanger avec des carottes râpées, ou de la compote de pommes, par exemple. C'est vraiment, on peut rendre le médicament appétant pour ne pas devoir torturer son lapin tous les jours. Et ça, c'est pour vous montrer ma lapine qui a eu pas mal de médicaments. Là, la seringue est vide. Mais c'est pour vous montrer à quel point elle a l'habitude que la seringue n'est pas quelque chose de négatif du tout. Elle s'attendait à avoir quelque chose qui avait bon goût, en fait. On arrive à la conclusion. Pour moi, du coup, c'est vraiment très important que la peur soit prise en compte, que ce soit à la maison, pour les soins, pour les déplacements que vous devez faire avec votre lapin, mais aussi au cabinet vétérinaire. Ça, c'est plutôt notre rôle à nous, les vétérinaires. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment l'influencer. On ne peut pas la réduire à zéro, certainement pas chez le lapin, mais on peut vraiment l'influencer. Et ce que je trouve très intéressant dans mon métier, c'est que chaque animal est vraiment différent. C'est ce qui rend passionnant chaque consultation, c'est que chaque animal est différent. Et c'est vraiment un peu comme un livre qu'il faut apprendre à lire et à découvrir son contenu pour pouvoir le comprendre. Voilà, si vous avez des questions, je vais essayer de me débrouiller avec ma technique pour y répondre. Et s'il y a des vétérinaires qui sont intéressés pour les dosages d'anxiolytiques, vous pouvez simplement envoyer un mail à mon cabinet. Alors, on a si jamais un témoignage de Mathilde Cher qui dit les targets pour habituer et rendre positif la cage qui était un gros traumatisme fut notre solution miracle. Ça fait plaisir d'entendre des témoignages comme ça. Avec un lapin? Je pense, ouais. Alors voilà, ça c'est le moment pour vous de poser des questions. Et puis, alors, il y a une question. Où est-ce qu'on peut trouver les targets? Dans toutes les animaleries, certainement aussi sur Internet. Oui. C'est assez facile à trouver. Ça s'appelle, je pense même en anglais, on les trouve. Oui, c'est un target stick. Moi, je l'avais trouvé, j'en ai un, et puis je l'avais trouvé chez Calipette, Maxiso, en fait, les animaleries. Ouais, clicker, target, stick. Ouais. On trouve ça même sur Galaxus, de nouveau. Je ne veux pas faire de la pub, mais on trouve tout chez Galaxus. Alors, toujours Mathilde Cher qui nous fait part de son expérience. Elle dit effectivement, c'était avec un lapin. Et nous l'avons fabriqué maison avec un bout de frites pour piscine accroché à un bâton. Ça fait l'affaire. Excellent, ouais. Alors, Camille, je me demandais si quelqu'un a déjà essayé la communication avec animal, avec son lapin, avant une visite chez le vétérinaire pour essayer de lui expliquer ce qui va se passer et si ça pouvait aider à tranquilliser l'animal. Très honnêtement, j'ai pas d'expérience dans ce domaine-là. J'ai jamais eu non plus aucun client qui est arrivé avec ce vécu-là. J'ai des clients qui essaient d'expliquer à leur animal à la maison. Vous pouvez aussi essayer si ça vous tente, mais j'avoue que j'ai pas du tout d'expérience dans ce domaine-là. J'ai aussi moi-même un peu de problème, disons, avec la communication animale, avec la base scientifique qui manque un petit peu, mais pourquoi pas, très honnêtement. Tout ce qu'on peut faire pour essayer de minimiser leurs craintes, pourquoi pas. Alors, il y a Laure Diance qui dit que conseillez-vous de mettre en place pour diminuer le stress du lapin lors de son arrivée dans un nouveau foyer, en dehors du pet remedy? C'est pas plus une question pour toi, ça. Si vous arrivez à prendre des objets que le lapin avait déjà dans son environnement précédent, ce serait bien. Donc, des choses qui ont ses odeurs, des choses avec lesquelles il a déjà vécu, que ce soit un tunnel, une maison en carton, des choses comme ça. Si vous devez aussi les donner en pension, par exemple, pour des vacances,
c'est toujours utile de prendre des objets qui ont ses propres odeurs. S'il s'agit d'un transport de 2 lapins, bah, évidemment, prendre le compagnon avec, ça c'est évident. Le pétri midi, ça marche certainement. Et sinon, vraiment lui proposer plein de cachettes. C'est-à-dire que dans l'environnement nouveau dans lequel il va arriver, sa première réaction, ça va vraiment vouloir être de disparaître, de se cacher. Vraiment faire en sorte qu'il puisse être dans une maison avec 2 entrées, qu'ils puissent se sentir en sécurité. Ils ont besoin de 2 entrées, pas qu'ils se sentent comme ça acculés parce qu'il n'y a qu'une seule sortie. Et si possible, avec le plus petit trou possible, pas des trous béants d'entrée, etc., qu'ils se sentent vraiment, lui, en sécurité. Je ne sais pas si tu as d'autres idées, Elena. Oui, je confirme. Ok. Alors, on a encore plusieurs questions. Donc, je dois faire stériliser ma lapine, donc c'est Nathalie. Je dois prendre mon lapin avec. Et est-ce que je dois les laisser ensemble après pour la tranquilliser? Quelques conseils. Quels conseils? Après, ça veut dire à la maison, je suppose. Hein. Oui, je pense, oui. Mon lapin avec. Oui, Nathalie. Votre vétérinaire donc, a demandé que vous ameniez les deux pour le jour de la stérilisation. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est-à-dire que jusqu'avant l'anesthésie, en général, c'est très bien de les laisser ensemble. J'avoue que moi, directement post-opératoire, donc quand le lapin est encore un peu vaseux, qu'il est en train de se réveiller, souvent c'est une phase qui est quand même relativement critique pour le patient et on le laisse à ce moment-là quelques instants tout seul, c'est-à-dire en tout cas 30 minutes, presque 1 heure, ça dépend un peu à quelle vitesse il se réveille, mais juste qu'il soit vraiment parfaitement en maîtrise de ses propres moyens. Et là, on peut le remettre avec son compagnon, remettre le bol d'eau, etc., assez rapidement. Très honnêtement, plus ils sont longtemps séparés, plus il y a aussi de risques qu'ils aient d'autres odeurs différentes l'une de l'autre et qu'ils s'acceptent un petit peu moins. Mais c'est vrai que je les remettrai très rapidement ensemble. Dernièrement, j'ai une cliente À la maison aussi. à la maison, certainement, Aussi. absolument. Ouais, à la maison, c'est 100% ensemble. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Il ne risque pas de manger de manger les fils? On a des spécialistes. Dernièrement, j'ai une spécialiste. La lapine, c'est même manger ses propres fils 6 heures après l'opération. Donc, on a des spécialistes qui peuvent se les manger tout seuls aussi. Il n'y a pas besoin de l'aide du copain. Normalement pas. La lapine a quand même une plaie sous le ventre. Elle ne va pas trop laisser l'autre aller grignoter ça. Si quelqu'un doit s'y attaquer, ça va être elle-même. Et du coup, il faut lui mettre un Voilà. body ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai jamais eu l'expérience. J'ai jamais eu l'expérience du compagnon qui a fait du mal à son copain lors d'une opération. Jamais. Alors, effectivement, la lapine qui essaye de s'arracher les fils, les agrafes, toute seule, oui, mais jamais le compagnon. D'accord. Donc, Merci. à mon avis, il n'y a pas de risque. J'ai eu un cas rare où un lapin affaibli en fait était attaqué subitement par son compagnon, mais ce n'était pas dans le cadre d'une phase post-opératoire. C'était vraiment pour une question d'abcès dentaire, enfin un autre problème aigu de douleur où le lapin était subitement affaibli. Et ça, en fait, ça stressait extrêmement son compagnon qui, dans la nature, en fait, aurait voulu le chasser. Il aurait voulu qu'il disparaisse de son terrier parce qu'il représente en fait un risque pour lui. Et ça se voyait très clairement. L'agressivité était extrêmement aiguë, extrêmement subite. Dans un cas comme ça, en phase post-opératoire, ce serait le seul cas de figure où je vois où il faudrait les séparer. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on voit tout de suite, que le lapin fonce sur l'autre et veut vraiment le chasser subitement. Mais j'ai jamais vu ça dans une phase post-opératoire. Alors, on a encore une question de la part de Petra. Ma lapine refuse d'être portée. Elle se débat, griffe, se tord. Un tuyau pour aider? Ouais, ne pas la porter. Tuyau numéro 1. Tuyau numéro 2, essayer de la porter, comme j'ai dit, avec un sol, c'est-à-dire la faire venir, par exemple, soit dans un carton, par une porte à l'entrée sur l'avant du carton, soit la faire venir avec une friandise sur un linge, et ensuite prenez le lapin avec le linge pour qu'il ne perde pas de contact avec le sol. Les lapins qui n'aiment pas être portés, ça ne m'étonne absolument pas. C'est vraiment pas du tout dans leur instinct naturel d'accepter quelque chose comme ça. Ça les met vraiment en état de subite de stress et il faut respecter ça en fait et essayer de juste pas les faire vivre ce moment-là en fait. Alors, on a encore une question de Perrine. Bonsoir, merci pour la présentation très intéressante. Ma question est la suivante. Est-ce que le bruit des congénères dans une même pièce et qu'ils ne voient pas peut être une source de stress continu pour les lapins? Les lapins distinguent-ils les bruits provenant des prédateurs ou des lapins? Par exemple, bruit des bas.
Alors certainement oui. Ce qu'ils vont aussi percevoir très honnêtement de manière certaine, c'est l'odeur. Ça c'est clair. Ils ont un extrêmement bon odorat. Les bruits probablement aussi, dans une moindre mesure, parce que le lapin lui-même n'émet pas de bruit, en tout cas pas de bruit qu'on entende nous en tant qu'humains. Mais c'est clair que les odeurs et les bruits d'autres lapins dans la même pièce qui ne se connaissent pas et euh, qui ont jamais eu de contact entre eux et qui sont pas du tout amis en fait, c'est clair que c'est une source de stress constante. Ouais. Sauf si c'est deux couples qui vivent relativement, disons, de manière chronique à long terme dans une même pièce où finalement ils vont finir par s'habituer à leurs odeurs, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui est pension pour lapins, etc., c'est un moment de stress ultime, le fait qu'ils arrivent en contact avec plein de nouvelles odeurs et plein de nouveaux lapins en fait. Le fait de ne pas les voir, c'est important. Je pense que ça évite une certaine part de stress. Donc, mettre des murs, des parois pour les séparer visuellement, je pense que c'est très important, mais ils doivent quand même se percevoir. Alors, on a un témoignage toujours de Mathilde qui dit pour avoir fait recours, entre autres, à la communication animale pour prévenir des diverses peurs, soit affaires, visite veto, changement d'environnement, ils ont toujours compris notre message et disent faire au mieux, mais leur peur d'instinct prend trop le dessus sur les moments mêmes. Mais au moins, ils sont prévenus. Après, c'est une question de croyance. Merci voilà. Mathilde pour ce témoignage. Et puis, il y a encore Petra qui demande le spray à la valériane, mais combien de temps pour agir? Vous parliez d'une heure, c'est correct? Même moins. Franchement, pour moi, c'est en termes de minutes, très honnêtement. Hein. Ouais. Je ne sais plus exactement l'étude, combien de temps avant ils ont sprayé, mais c'est vraiment en termes de minutes, très honnêtement. Et on voit aussi ça beaucoup chez les chats. Il y a des chats qui vont se frotter au sol, là où le spray tombe dans notre consultation. Ils vont se frotter, s'enduire comme ça dedans, comme si c'était à la maison. Et les propriétaires ne comprennent vraiment pas pourquoi le chat se frotte à cet endroit-là, mais nous, on sait très bien pourquoi. Ils remarquent tout de suite. Ils remarquent tout de suite. Et ça agit vraiment aussi tout de suite pour moi. Voilà. D'autres questions? C'est maintenant. Bonsoir, mesdames. Oui, moi j'en ai une. Alors déjà, merci beaucoup. Parce que pour le coup, j'ai sauvé en fait une lapine qui a été abandonnée dans les poubelles, dans sa cage. Et en fait, je l'ai eue fin janvier. Et le problème. Ah mince, on vous entend plus. On vous entend plus. Ah mince, merci. Ouais. Là, c'est bon. Oui, non, voilà, c'est moi. Bon. Alors, je ne sais pas où je me suis arrêtée, mais déjà un grand merci. Du coup. Sauvé une lapine des poubelles? Oui, voilà. Elle a été abandonnée. Voilà. Donc, en fait, moi, je voulais sauver un lapin en association de toute façon parce que j'ai perdu le mien il y a quelques temps. Et donc, je l'ai amenée chez moi. Elle a un enclos, elle a de quoi se cacher. Enfin, elle a tout ce qu'il faut. Elle cherche vraiment pas le contact, sauf quand j'ai de la nourriture, évidemment. Et là, depuis quelques jours, j'arrive à la caresser un petit peu. Par contre, j'ai un gros doute. Est-ce qu'elle a peur et elle s'immobilise ou est-ce qu'elle commence à apprécier le contact humain? Et en fait, c'est là où vraiment, parce que du coup, si elle stresse et qu'elle s'immobilise, ben, je vais arrêter. Et en fait, j'attendais cette conférence pour vous poser la question parce que je ne veux pas la forcer si elle stresse, mais en même temps, si elle aime bien, ben, j'ai peur de ne pas lui donner assez d'affection par peur de la déranger. Ce qui est très important, c'est d'essayer de lire en fait son expression du visage. Si vous avez déjà l'habitude d'avoir des lapins, je pense que vous arriverez à faire la différence entre un lapin qui a vraiment ses yeux très tendus et comme ça un peu exorbités et un lapin qui est détendu et qui apprécie les caresses. C'est vrai que pour nous, en tant qu'être humain, c'est assez uniforme, disons. Enfin, il est immobile et du coup, c'est assez difficile. Mais l'expression du visage est quelque chose, je pense, quand même de lisible. Et puis, éventuellement, le fait qu'il croustille un peu des dents à une fréquence assez basse, le crunch, 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 comme ça, c'est souvent une expression de bien-être, en fait, de détente. Et du coup, c'est assez symptomatique d'un lapin qui apprécie en fait ce que vous êtes en train de faire, par exemple. Donc, si vous entendez ces petits croustillements de dents, ça peut être un bon signe qu'elle est en train d'apprécier. Il faut aussi... Pardon? Bah, c'est parfait parce que j'allais vous dire qu'en fait c'est le seul, je l'ai lu dans un livre que j'ai acheté, mais j'avais un doute parce qu'en fait elle le fait un petit peu. Oui. Mais c'est vrai que j'ai du mal à lire parce qu'en fait j'ai eu un lapin, mais à l'époque je l'avais en cage, donc en fait j'étais pas bien informée et du coup même si il était un peu peureux, mais là en fait je revis la même situation alors qu'elle a tout pour justement elle est libre, on l'embête pas, enfin à part quand je nettoie son enclos, je vais pas dedans et compagnie. Par contre, elle scrunch un peu des dents, mais il y en a qui disent que c'est quand ils ont des problèmes dentaires. Et à ma première visite, on m'a dit que justement,
elle n'avait pas dû avoir du foin en illimité à l'époque. Elle a 1 an, hein, elle est toute jeune, mais à l'époque, elle n'avait pas du foin en illimité. Donc, justement, on attend la semaine prochaine où elle se fait stériliser pour qu'elle revérifie ses dents. Donc, j'avais peur que le scrunch des dents, ce soit en fait justement peut-être une gêne qu'elle voulait peut-être me faire connaître quand je suis près d'elle ou pas. Il y a 2 scrunchs dedans, en fait. Il y a les scrunchs, comme Elena faisait, ça faisait crac, 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 comme ça. C'est des scrunchs vraiment très insistants et un peu longs. Et il y a les petits scrunchs, scrunch, comme ça. Mais c'est plutôt comme Celui-là est un scrunch plutôt de bien-être. Et ça dépend aussi à quel moment ils les font. C'est-à-dire que quand c'est uniquement quand vous les caressez, c'est plutôt ce scrunch probablement de bien-être. Les scrunchs forts de douleur dentaire, ça peut être par exemple quand ils s'alimentent à d'autres moments, en fait, totalement indépendants du contact avec vous. D'accord, merci beaucoup. Il faut vraiment essayer de respecter, c'est-à-dire les endroits où ils apprécient être caressés. Chez tous les petits mammifères, ce qui marche bien, c'est entre l'œil et l'oreille ou la surface du nez, quelque chose comme ça, enfin le plat, le chanfrein comme ça. Au moins respecter ces zones-là. C'est vrai que si vous allez sur les zones du dos ou des choses comme ça et que tout à coup elles se figent, il faut être assez à l'affût des mini-réactions pour pouvoir voir la différence. D'accord, merci beaucoup. Mon conseil aussi personnel pour Bianca, c'est aussi une fois qu'elle sera stérilisée, d'envisager l'adoption d'un lapin mal castré. Alors là, vous allez voir son comportement complètement changer. Merci, je vais le répéter à mon compagnon parce qu'en fait, c'est ce que j'arrête pas de me dire. J'essaye doucement de lui dire qu'il y a un petit lapin mignon, un mâle à la SPA en ce moment, et on attend qu'elle soit castrée, mais je me suis dit ça va peut-être l'aider en fait à avoir moins peur si lui n'a pas peur, si par chance je tombe sur un lapin qui a un petit peu moins peur. Je me permets de compléter la réponse d'Elena. C'est vrai que le fait d'être seul est un énorme stress pour le lapin. Donc vraiment, ça c'est peut-être un des paramètres numéro 1 chez le lapin, c'est vraiment la présence d'un compagnon pour limiter la peur. Ça fait partie au moins autant que de manger du foin tous les jours. C'est indispensable à leur bien-être. Donc, si elle est peureuse et que du coup, elle se fait à peine parce que ça fait 2 mois à mon environnement, ça va pas lui causer de stress, vraiment, ça va la rassurer tout de suite, ou il faudra peut-être un petit temps où on devra faire attention à eux. Il faudra un petit temps d'adaptation, mais après, ce sera tout de gagné. Cool, merci beaucoup. C'est bien, j'ai mon argument pour mon compagnon. Si vous validez tout, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, on a encore une question de la part de Nathalie. Ma lapine tape parfois du pied, mais j'ai l'impression que c'est plutôt quand elle n'est pas contente, quand je la dérange. Est-ce une mauvaise interprétation ou est-ce qu'elle a peur? Il tape aussi d'énervement, mais je pense que c'est quand même assez continu avec une peur à ce moment-là, très honnêtement. C'est assez, à mon avis, c'est confondu l'un dans l'autre. On énerve rarement juste un lapin. Je pense qu'il a quand même une crainte vraiment aussi à ce moment-là. Donc c'est l'un et l'autre pour moi, à mon avis. Mais uniquement énervé, un lapin, c'est assez rare. Ça pourrait m'arriver, mais... Alors, détrompe-toi, Marina. Alors, un de mes petits mâles, mon Billy, quand malheureusement j'ai dû endormir ses copines qui étaient vieilles et malades, pendant 1 mois, tous les soirs, quand j'allais lui donner à manger, il venait vers moi, il me grognait. Et alors que mon mari, il faisait rien. Donc oui, ça peut arriver des fois. C'est pas de l'agressivité, mais il n'était pas content. Ça arrive. Et il n'avait pas peur de moi parce qu'il n'avait absolument pas peur. Mais ça, oui, ça arrive. Alors, après, on a encore une question. Merci pour la présentation. Les crunchs, nous pensions que c'était un claquage des dents dû à la peur. Est-ce possible? Un claquage de dents dû à la peur. Oui. Alors, moi, je peux confirmer que c'est tout à fait possible. En situation de stress, comme ça peut être une coupe de griffes, mais je l'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps avec un de mes lapins. Donc, je l'ai juste déplacé de son environnement pour couper les griffes. Et puis, il était posé sur la table et tout. Puis, il claquait des dents. Et là, il avait carrément, il n'était pas confortable du tout. Donc, à mon avis, c'est tout à fait possible qu'un claquage des dents soit dû à la peur. Merci.
Et puis, j'ai encore un message de la part de Mathilde qui dit quel est le nom de votre cabinet, Marina? Vous faites rêver. C'est le cabinet vétérinaire am Bahnhof, Fabienne, en allemand. Mais on est bilingue. Hein. C'est gentil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez encore poser des... Alors, Petra, elle dit, petite remarque, mon lapin a entendu les cris en début de présentation et était traumatisé. Désolée, j'aurais dû dire interdit aux lapins de moins de 18 ans. Je suis navrée. Très honnêtement, je l'ai fait, enfin, pendant que je faisais ma présentation aussi, je l'ai fait passer à mes lapins par inadvertance. Et moi, par contre, j'ai remarqué aucune réaction chez mes lapins et ça m'a vraiment surpris. Et j'ai un bélier et l'autre n'est pas un bélier, il entend très bien. Et je me suis vraiment dit que c'était bizarre qu'ils ne réagissaient pas. Du coup, c'est intéressant que certains lapins réagissent et d'autres pas. Alors, moi, j'en ai 9 dans mon bureau. Qu'est-ce qu'ils ont Je dit? ne sais pas si vous voyez, il y a un bout d'enclos derrière moi. Oui, voilà. Il y a 9 lapins là, dans cet enclos-là. Et puis, il n'y en a aucun qui a réagi. Oh non, le pauvre. Alors, Petra, elle dit encore, il est parti en courant dans les couloirs. Et puis, il y a Mélanie aussi qui dit, ça m'est aussi arrivé quand j'ai regardé une vidéo similaire dans le passé. Ils m'en ont voulu pendant de longues minutes. Puis Nathalie a dit, moi au contraire, ils sont venus voir quelle était cette voix inhabituelle. Le mystère des lapins. Voilà, et puis Bianca, elle dit franchement un énorme merci. Bon, j'espère qu'elle ne claque pas des dents de peur du coup, mais un énorme merci de permettre cet échange. Stéphane aussi dit merci beaucoup. Et Mathilde dit encore merci beaucoup pour cette conférence, c'est toujours aussi enrichissant. On a encore un grand merci. Merci beaucoup, très intéressant. Super, gros merci. C'était passionnant. La conférence était super intéressante. Grand merci. Oui, alors un grand merci à tout le monde, surtout un grand merci à Marina qui nous a proposé ces sujets très intéressants, très importants. Et puis voilà, c'était la deuxième conférence pour les 10 ans de la colline au lapin. Il y en aura d'autres. Et j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis à une prochaine. Merci beaucoup.